Bienvenue à vous et on va commencer cette journée qui a bien débuté avec la keynote déjà, avec une session sur les tests, donc comme tu viens de le dire. Et plus spécifiquement, on va essayer de voir comment on peut refactorer ces tests pour les rendre plus maintenables. Donc on va partir du principe qu'on a déjà une code base qui est testée, avec des tests aux bons endroits, etc. Mais on va venir essayer de les améliorer un peu en les rendant plus concis. Donc par concis, j'entends tout ce qui est lisibilité, faire en sorte que on arrive sur notre test, on comprend tout de suite ce qu'il teste, avec en ayant des concepts plutôt métiers et pas tout un 10 lignes de setup au début de chaque test très technique. Parce que les tests, on veut que ça... Enfin, déjà que ça empêche les régressions, mais on veut aussi que ça puisse documenter un peu notre métier. Et on va essayer aussi de les rendre évolutifs. Donc, concis, c'est plutôt la partie lecture. Évolutif, c'est plus la partie... on veut que notre code base, elle vive, et forcément, on va rajouter des tests, on va rajouter des features, et on veut que ça soit facile à faire. On ne veut pas, à chaque fois qu'on rajoute un test, devoir, encore une fois, copier-coller du setup d'un autre test parce qu'on ne sait plus comment ça marche, etc. On veut pouvoir le faire facilement et réutiliser des choses. Tout ça, on va le faire avec JUnit, donc framework de test le plus utilisé en Java, qui nous permet de faire tout un tas de choses magnifiques, et avec d'autres librairies, dont certaines qui s'interfacent assez bien avec JUnit. Voilà, donc pour me présenter assez rapidement, moi c'est Juliette Derancourt, je suis développeuse chez Shodo et je suis contributrice sur JUnit 5 qui est un framework open source. Et donc on va attaquer tout de suite, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc dans cette session, je vais surtout vous montrer du code. On va partir d'une application qui est assez simpliste mais qui se veut un peu réaliste dans ses use cases. Donc c'est une application qui permet d'organiser des meet-up, qui est écrite en Java et en Spring Boot et qui contient quelques features. Donc on peut créer un événement en tant qu'organisateur de meet-up. On peut consulter le calendrier du meet-up avec la liste des événements et on peut s'enregistrer à un événement en tant qu'attendee. Voilà, donc on va aller tout de suite sur cette application. Je ne vais pas vous montrer le code en lui-même, on va s'intéresser seulement aux tests. Donc petit disclaimer, hein, forcément c'est des exemples, donc parfois ça peut peut-être être un peu tiré par les cheveux. Après, à vous de projeter vos propres use cases de la vraie vie là-dessus et de voir ce que vous pourriez réutiliser ou non. Et deuxième remarque, je vous donnerai le code, le lien du repo à la fin, donc si jamais il y a des choses qui vont un petit peu trop vite, vous inquiétez pas, vous pourrez revenir dessus après. Ok, donc on va attaquer en allant sur notre premier test. On va commencer plutôt par les tests du domaine au début. Donc là, on a un test sur notre objet event, qui a l'air d'être quelque chose d'assez central dans notre application. Et notre premier test, on vérifie qu'on peut créer un événement, donc en prenant un name, une date et une taille, un nombre de places. Et ensuite, on fait des assertions dessus pour vérifier qu'il a bien été construit. Donc la première chose qu'on remarque, c'est qu'on utilise les assertions de JUnit. Donc JUnit, c'est un super framework, mais pour le coup, les assertions, c'est pas le but. Enfin, le but, c'est pas de donner des assertions super complètes, parce qu'il y a déjà des frameworks qui font ça. Et donc, pour faire ça, vous pouvez utiliser notamment Assergy, qui va nous permettre d'écrire des choses un peu plus fluentes. Donc ici, on va pouvoir écrire toutes nos assertions plus sous forme de phrases. Et toutes nos assertions, elles démarrent par assertDate, donc c'est un peu la racine de l'API. Ensuite, on va passer l'objet sur lequel on veut faire des vérifications. Et selon le type de cet objet, on va nous proposer différentes méthodes. Donc là, par exemple, j'ai un UID, hop, on va me proposer des checks sur les UID. Donc c'est assez pratique parce que
c'est à la fois quand on lit, c'est très parlant, et à l'écriture, c'est assez découvrable. Je ne suis pas obligée de savoir toutes les assertions qu'il y a dans la librairie, je peux le découvrir au fur et à mesure. Pareil pour les assertions sur les exceptions, je peux les améliorer en faisant une petite phrase comme ceci. Donc ça, c'est déjà pas mal. Toutes ces assertions-là, elles sont built-in dans la librairie. Mais moi, ce que je voudrais faire, qui serait super bien, c'est de pouvoir étendre ces assertions-là et pouvoir écrire quelque chose comme assert that mon event, il a des propriétés. Par exemple, il a un nom, etc. Et comme ça, je pourrais vraiment avoir des choses réutilisables dans mon code et qui parlent un peu plus mon métier. Donc ça tombe bien, vu que c'est possible, sinon je n'en parlerai pas. Et donc, on va pouvoir écrire quelque chose comme ça, qui va vraiment... là, je parle plus mon métier que de dire je récupère cette propriété, après je fais is equal 10, etc. Voilà. Je ne vais pas vous montrer comment ça c'est setup, mais c'est assez straightforward, et je vous laisserai regarder dans le code si ça vous intéresse. Voilà. Donc, si on regarde les tests après, ici, donc on est toujours sur la création de l'événement. Et là, on s'assure qu'on ne peut pas créer un événement s'il n'y a pas de place, s'il y a 0 place. Et là, on voit que le test d'en dessous, on fait exactement la même chose avec un chiffre négatif. Donc là, typiquement, là, c'est un peu de la duplication. Nous, on aimerait bien pouvoir se passer du deuxième test et dire le premier, il teste tout d'un coup. Donc ça, c'est possible en utilisant les tests paramétrés de JUnit. Donc ce qu'on va venir faire ici, c'est extraire ce paramètre, le mettre en paramètre de ma méthode de test. Et donc là, IntelliJ va nous dire « bizarre, là, tu as un paramètre alors que c'est un test normal. » Effectivement, il faut le passer en test paramétré. Et là, il me dit toujours que ça ne va pas parce que je n'ai pas donné de valeur à mes paramètres. Donc, IntelliJ est assez bien, supporte assez bien JUnit et on a tout un tas d'indications comme ça quand on écrit nos tests, c'est assez pratique. Et donc là, je vais utiliser une annotation value source pour passer les valeurs de paramètres qui m'intéressent. Donc là, je dois choisir le type de mon paramètre. Ici, je vais donner des int. Et je vais dire, OK, je veux 0. Je veux moins 10, je peux en mettre autant que je veux. Et si j'exécute mon test, on va voir que j'ai toujours un seul test, mais plusieurs exécutions. Voilà. Et donc, ces tests paramétrés, je vais pouvoir utiliser d'autres types de sources aussi pour les écrire. Notamment, si je vais ici, j'ai un autre test qui utilise cette fois une annotation CSV source. Donc là, ça va être utile quand on veut donner plusieurs paramètres. Ici, j'ai une méthode de test qui prend 2 paramètres. Et donc, je vais pouvoir spécifier plusieurs exécutions qui, ici, fournissent les 2 paramètres séparés par un délimiteur. Par défaut, c'est une virgule, mais ça pourrait être autre chose. Et donc ici, je fournis tous mes paramètres sous forme de chaîne de caractères. Donc là, je vois que mon premier paramètre, c'est effectivement une chaîne de caractères, donc tout va bien. Par contre, celui-là, c'est un objet. Donc, bizarre, est-ce que ça va marcher? Ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce que cet objet-là, il implémente un constructeur qui prend seulement une chaîne de caractères. Et du coup, par défaut, JUnit va savoir qu'il faut utiliser ce constructeur avec ce paramètre-là pour instancier mon objet. OK, donc là, j'ai bien mes 2 exécutions. Et ensuite, encore un autre type de source que je peux utiliser, c'est méthode source. Donc là, je vais pouvoir dire, OK, tu vas aller chercher tes arguments en appelant une méthode. Donc par exemple, je peux l'appeler attendees. Je peux construire cette méthode qui doit me retourner un stream avec chaque exécution que j'ai envie d'ajouter.
Et là, j'ai une méthode arguments qui me permet de passer ma liste d'arguments. Donc par exemple, si je veux rajouter une nouvelle personne, hop, je peux le faire comme ça. Et là, si je relance ma méthode, on voit d'ailleurs que ça a combiné mes deux sources. Donc je peux déclarer plusieurs sources sur un même test. Et donc pourquoi j'utiliserai cette méthode source plutôt que CSV source qui fonctionne très bien? Ça peut être utile quand je veux construire mes arguments qui aient un peu plus de logique que seulement des chaînes de caractères. Typiquement, dans ce cas-là, je pourrais vouloir générer des noms et des emails aléatoires, pourquoi pas, pour être sûr de bien tester tous les cas. Donc par exemple, je peux utiliser une petite librairie qui s'appelle DataFaker et qui fait exactement ça, et qui me permet de dire je vais générer un stream avec des objets comme ça. Donc là, typiquement, je génère un first name et une email adresse. Je veux 10 occurrences de ce truc-là, je génère, et si je lance, hop, voilà, je me retrouve avec plein de cas de test générés aléatoirement. Donc ça peut être utile pour ce genre de cas. Ensuite, j'ai un autre test juste en dessous qui utilise encore d'autres sources. Donc là, on a nulle source, donc ça c'est quelque chose de fourni par JUnit nativement. On a aussi empty source, donc ça fait exactement ce que ça dit, ça fournit un paramètre nul ou vide. Parce que du coup, là, ce cas de test-là, c'est j'essaye de créer un attendee qui n'a pas de nom, donc forcément, j'attends à ce que ça me throw une exception. Et donc là, je vais utiliser un dernier type de source qui s'appelle argument source. Ça, c'est un peu similaire à méthode source, sauf que la méthode en question, je vais la déclarer dans une classe. Donc une classe qui doit implémenter l'interface argument provider et qui va retourner la même chose, grosso modo, que la méthode de tout à l'heure. Donc là, moi, je m'en sers pour générer des chaînes de caractères blank. Et si j'exécute mon cas de test ici, on voit que j'ai bien 4 exécutions, toutes invalides. Donc là, par contre, ce que je vois, c'est que c'est un peu moche, là, mon output de test, parce que mes paramètres, ils sont vides, donc en fait, je ne vois pas la différence entre les exécutions. Donc pour pallier à ça, ce que je peux faire, c'est revenir ici. Et là, tous mes arguments, je vais pouvoir les wrapper dans une méthode named, et je vais pouvoir donner un nom à mes arguments. Donc là, par exemple, mon premier cas, en fait, c'est une chaîne de caractères vide. Donc par exemple, je vais l'appeler empty. Et je peux faire ça pour tous mes arguments. Je relance mes tests. Et là, voilà, j'ai quelque chose d'un peu plus parlant. Hop. Ensuite, on a un dernier test dans cette classe. Donc celui-ci utilise aussi méthode source, que je vous ai montré juste avant. Là, on voit que je n'ai pas fourni de nom de méthode. Du coup, par défaut, ça va chercher une méthode qui s'appelle exactement comme le test. Et là, encore une fois, on va fournir une liste d'arguments. Donc ici, c'est le cas où j'essaie de construire un attendee qui a une adresse email qui n'est pas valide. Donc on s'attend à une exception spécifique. Et donc là, pareil, si j'exécute mon test, j'ai bien toutes mes exécutions. Par contre, le nom n'est pas fou, parce que ici, ça me donne le fully qualified name de l'exception. Donc pareil, je vais pouvoir rajouter des petits noms à mes paramètres. Et j'en profite aussi pour celui-là pour spécifier la raison pour laquelle ça fail. Parce que finalement, je m'en fiche que ça soit cette valeur-là. Ici, je sais qu'il n'y a pas d'arrobase, donc c'est pour ça que ça fail. Et du coup, là maintenant, sur mon nom d'exécution, du coup, c'est plus très logique parce que j'ai email égale no at. Donc ce que je peux venir faire ici, c'est fournir overrider le nom de l'exécution. J'ai un paramètre name ici. Et là, je vais pouvoir faire plutôt une phrase, par exemple, throw. Donc là, je peux injecter
la valeur de mon paramètre. Donc c'est entre accolade et ça prend l'index du paramètre. Donc là, je veux injecter le deuxième, je vais mettre 1. Et là, je peux dire when email as, hop, je mets mon premier paramètre. Et là, ça va me faire une petite phrase qui explique ce que fait le test. Et donc là, ok, on a des exécutions qui ont des jolis noms. Et maintenant, si on regarde le nom de la méthode, pour le coup, ça, c'est pas ouf. Et je peux continuer en rajoutant un nom à mon test. Donc là, je vais pouvoir écrire should not accept invalid email. Hop. Donc là, je peux mettre des espaces, des caractères spéciaux, etc. Et ça va se retrouver ici. Si je suis sur une codebase où les noms de méthodes sont déjà bien et que je n'ai pas envie d'écrire ça partout, ce que je peux faire, c'est déclarer un displayName generator. Et donc, je peux spécifier une implémentation à moi. Enfin, je peux écrire une implémentation, mais il y en a quelques-uns qui sont built-in, notamment replace underscore, qui va faire ce que ça dit, et qui va enlever les underscores de mes méthodes, donc pour avoir des noms un peu plus sympas. Pareil, ce truc-là, je peux le register à l'échelle du projet, si ça m'intéresse. Donc je peux aller dans les ressources, déclarer un fichier property pour JUnit, et là je vais pouvoir dire, par défaut, je veux que le générateur, ça soit replace underscore. Donc là, si je relance, on a bien toujours mon nom de méthode comme ça. Et donc maintenant qu'on a des tests qui ont des jolis outputs, etc., on va pouvoir aussi générer un rapport de test au format HTML qui va pouvoir être mis dans une CI ou quoi pour pouvoir consulter facilement l'exécution des tests, ce que ça a donné. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer la génération d'un rapport XML déjà. Donc c'est un nouveau format de rapport. Si vous connaissez l'ancien format XML JUnit, il a été un peu amélioré pour prendre en compte les nouvelles features de JUnit 5. Donc là, ah oui, j'ai aussi spécifié un directory où je veux que ça se génère. Et donc là, j'ai relancé tous mes tests. Je vais dans ce directory et j'ai bien un rapport XML. Forcément, ce n'est pas très lisible comme ça. Ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser une petite CLI qui est fournie par OpenTest4J. Donc c'est un projet séparé, mais c'est à l'initiative de JUnit pour essayer de standardiser un peu ce format de rapport, justement. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais générer à partir de ça un rapport HTML. Donc je fournis le fichier que je viens de générer. Je donne où est-ce que je veux créer le fichier HTML et j'ouvre le fichier en exécutant... Ah, mince. Il est où? Ah voilà, il est là. Et donc là, j'ai un joli rapport qui me donne tous les détails de comment mes tests ont été exécutés. Ça me donne aussi quel était le statut qu'est-ce que j'avais modifié à ce moment-là, comme ça je peux savoir peut-être que j'ai introduit un problème. Et là, je vais pouvoir consulter l'ensemble de mes tests. Et forcément, si je fais en sorte de faire fail un test, hop, et que je régénère mon rapport, je vais voir tout de suite, il y a un test qui a fail, et je vais avoir la stack trace de disponible facilement. Là, je peux même filtrer les tests, voilà. Je peux faire tout un tas de choses, un peu comme ce qu'on peut faire dans l'IDE. Ok, donc on va continuer sur nos tests du domaine. On voit qu'on a un dernier test ici. Donc ça va être un test plus sur un use case service qui va nous permettre de planifier un événement en tant qu'organisateur. Donc là, on voit que, super, on a réutilisé nos assertions de tout à l'heure.
Donc c'est pratique. Et on voit aussi qu'on peut combiner, donc là on a une liste d'événements, on peut faire des assertions sur la liste, donc sa taille, etc. Et ensuite sélectionner un élément de la liste et appliquer les assertions dédiées à ce type d'objet. Voilà, encore pour montrer que Assergy est très utile. Et là, si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que j'ai un paramètre dans mon test, mais ce n'est pas un test paramétré. Donc, d'où sort ce truc? Pourtant, quand j'exécute mon test, vous allez voir que ça passe bien. Et donc, en fait, le coupable est ici. On a annoté notre classe de test avec un extend-with. Donc, en fait, JUnit fournit des mécanismes d'extension. Ça va être des interfaces qu'on va pouvoir implémenter, nous, de notre côté, et ensuite refournir ça au framework pour lui dire, quand tu t'exécutes, bah, tu vas utiliser ce truc-là pour s'ajouter à tes features existantes. Donc là, en l'occurrence, le truc que j'ai implémenté, c'est un parameter resolver qui va nous permettre de dire, quand tu trouves une méthode de test avec un paramètre que tu ne connais pas, que tu ne sais pas résoudre, tu vas donc m'appeler moi, me demander est-ce que tu supportes ce paramètre. Donc là, en l'occurrence, je vais dire tu m'appelles dès que tu trouves un UID. Et ensuite, comment on va résoudre ce paramètre? Et bien là, en l'occurrence, on va générer un UID random. Donc ça permet d'abstraire un petit peu des choses qu'on doit construire dans le test, alors qu'en fait, on s'en fiche un peu de savoir quel UID on a, on prend n'importe lequel. Et donc ça me fait penser, si on revient sur notre test d'event, et qu'on descend un petit peu ici, on va voir qu'on a des tests, donc plutôt sur la registration cette fois, et à chaque fois, en fait, on a la moitié de notre test, c'est créer un événement, et ensuite, on a vraiment le test qui démarre, qui essaye de register une personne, etc. Donc en fait, là, tout ça, c'est là, mais en fait, on s'en fiche. Donc là, on pourrait utiliser ce truc-là pour dire, en fait, ici, je veux juste un événement valide, et je m'en fiche des détails. Donc, on va venir ici faire notre petit extend-with avec une extension qui est déjà implémentée, comme par magie. Et si j'exécute ma classe de test, hop, ah oui, j'avais fait fail le test d'avant, forcément. Et donc, on a notre test qui passe. Donc là, super, je vais faire ça pour tous mes tests, trop bien. Hop là, pareil, je mets event, hop, je lance, et là, cette fois, ça ne marche pas. Parce que dans le cadre de ce test, je voulais un événement rempli pour pouvoir dire que je ne peux pas register une personne de plus. Donc là, cette fois-ci, je ne peux pas me contenter de n'importe quel type d'événement, je voudrais un peu orienter la création. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter une petite annotation sur mon paramètre et dire, par exemple, là, je veux que cet événement il soit full. Et ça me permet aussi de, encore une fois, parler un peu plus mon métier, de dire la seule chose qui m'intéresse sur cet événement, c'est qu'il soit rempli. Après, la date, etc., je m'en fiche. Et donc ça, je vais pouvoir le faire comme ceci. Donc si je vais voir l'implémentation de mon extension, donc déjà, la première chose que je peux remarquer, c'est que cette fois, je n'ai pas étendu un parameter resolver, donc l'interface de base. J'ai étendu une classe abstraite qui elle-même implémente ce truc-là et qui me permet d'omettre la première méthode pour dire juste, en fait, moi, je veux resolve tous les events. Voilà, ça permet de faire un truc un peu plus concis. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai accès au contexte du paramètre dans mon extension. Et je vais pouvoir dire, dans le cas où c'est annoté avec mon annotation full,
je vais construire un event qui est full, et sinon, je vais renvoyer n'importe quel événement. Petite remarque sur la notation, ne pas oublier de mettre la rétention au runtime, sinon elle va disparaître avant de pouvoir être lue. Hop. Et donc, si je reviens sur mon test, pareil, j'exécute et ça fonctionne très bien. Et je pourrais aller un cran plus loin en disant, en fait, les attendees, c'est pareil. Je n'ai pas besoin de savoir qui ils sont. Donc pareil, je vais me les injecter comme ça. Et si je reviens sur mes exemples du début, on avait aussi une date. Pareil, on s'en fichait un peu. Là, je peux m'injecter la date comme ça. Hop. Alors, je me rends compte que j'ai oublié un truc dans la méthode d'avant. Ah non, j'ai pas oublié de truc. Tout va bien. Là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a à peu près vu tous nos tests au niveau du domaine, et on va regarder un peu ce qu'on a dans l'infra. Donc par exemple, on a un test sur notre repository. Donc là, c'est un test assez simple. Je prends mon repo, je save quelque chose, après je récupère et je vérifie qu'il y a bien mon objet. Donc ce que je vais pouvoir faire sur ce genre de test, parce qu'en fait moi j'ai une autre implémentation de mon repository qui est in-memory. Je pourrais aussi en avoir d'autres implémentations, pour plusieurs databases ou des choses comme ça. Et j'aimerais bien m'assurer qu'ils font tous la même chose. Et ça, je peux le faire en créant un test sur une interface, donc que je vais appeler Event Repository Test. Je vais mettre le test que j'avais juste avant, mais cette fois, au lieu de lui fournir directement une implémentation de mon repository, je vais créer une méthode sur mon interface qui n'est pas implémentée. D'ailleurs, le test, bien sûr, il faut qu'il soit sur une méthode default, sinon on ne peut pas l'implémenter. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire avec cette interface? Donc cette interface n'est pas exécutable de base, mais par contre, je vais pouvoir aller sur mon test et dire, OK, maintenant tu implémentes cette interface. On va implémenter aussi la méthode en lui fournissant notre repo. Et maintenant, si j'exécute ça, on voit que mon test va hériter du test qu'il y avait sur l'interface. Et donc, si je lance ça ici, je peux dire, OK, exécute toutes les classes qui implémentent cette interface, et je vais pouvoir m'assurer que tous mes repos valident le même contrat. Donc, si on revient une petite seconde sur ce test, pardon, on va se rendre compte que c'est un Spring Boot test. On s'injecte un bin avec la notation auto-wired. Et ça, c'est pas terrible. Pourquoi c'est pas terrible? Parce que on voit qu'on utilise un seul bin, et la notation Spring Boot test, elle va nous charger toute l'application avec tous les bins. Et donc pour les performances, c'est pas terrible parce que ça va mettre plus longtemps à démarrer. Et à l'échelle d'un test, c'est pas trop grave, mais quand on se retrouve avec des suites de tests de plusieurs centaines de tests, ça va vite se mettre à s'exécuter en plusieurs minutes, et c'est pas très pratique au quotidien. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est utiliser une feature de Spring Test qui s'appelle le test slicing. Et on va venir dire, en fait, ce test-là, je teste que ma couche data, donc charge-moi que les bins de Spring Data. Donc ça va aller plus vite. Et ici, la seule petite modif qu'il faut que je fasse, c'est que là, je m'injectais mon repository, et mon repository, à quoi il ressemble? Il utilise un bin Spring Data. Donc du coup, ce que je dois faire, c'est m'injecter directement ce bin-là, puisque tous les autres ne seront pas créés. Et ensuite, on va instancier mon repo avec ce bin.
Ok. Et donc, en parlant d'accélérer ces tests, on va pouvoir aussi utiliser une feature de JUnit qui permet d'exécuter tous nos tests de manière parallèle. Donc encore une fois, dans un souci d'accélérer un peu l'exécution de notre suite de tests. Et pour ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est... Alors déjà, dans un premier temps, on va, au passage, pour vous montrer un autre type d'extension, on va essayer de ralentir un peu nos tests pour que vous voyez vraiment que je ne raconte pas des bêtises. Donc là, on va implémenter un autre type d'extension qui s'appelle Before Each Callback. Et comme son nom l'indique, ça va venir exécuter un bout de code avant chaque test. Et donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est attendre 1 seconde pour bien qu'on voit que les tests prennent du temps. Et cette extension, je vais venir, au lieu de faire comme tout à l'heure avec le extend with à chaque fois, je ne vais pas le mettre sur tous mes tests, donc je vais vouloir le déclarer de manière globale à mon projet. Pour faire ça, je vais créer un fichier ici dans mes ressources, donc à cet endroit spécifique, avec ce nom spécifique, et là je vais renseigner toutes les extensions que je veux déclarer de manière globale. Et ensuite, dans mon fichier de properties, je vais dire « utilise ce fichier pour auto-détecter ces extensions ». Donc là, par exemple, si je relance tous mes tests, on va voir que c'est un peu plus lent, vu qu'on attend 1 seconde au début de chaque test. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'exécution en parallèle avec cette propriété. Et je vais pouvoir configurer un peu à quel point c'est parallèle. Donc avec cette propriété, je vais dire exécute les méthodes d'une même classe de test en parallèle, entre elles, et exécute aussi les classes en parallèle. Donc là, il y a tout est parallèle, mais par exemple, je peux dire celui-là, je vais les exécuter séquentiel si j'ai envie. Donc là, je relance, et on va voir que c'est beaucoup plus rapide. Bon, c'est quand même lent vu que j'attends, mais c'est plus rapide que tout à l'heure. Voilà. Et là, on voit que, donc, en activant l'exécution parallèle, j'ai dû faire un petit changement sur mon contrôleur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur mon test de contrôleur, pardon. Sur ce test-là, j'ai dû spécifier, attention, je t'ai dit de tout lancer en parallèle, mais celui-là, tu le lances en séquentiel, parce que sinon, ça va marcher. Puisque dans ce test-là, je moque une partie, je moque mon domaine, en gros. Et du coup, vu que je m'injecte un bin moqué, si j'exécute tous les tests en parallèle, ils vont se marcher sur les pieds et ça ne va pas marcher. Donc voilà, je peux configurer assez finement. Si j'ai certains tests qui ont besoin d'être séquentiels, je peux le faire. Et donc, justement, transition, on va regarder ce fameux test de contrôleur. Et on va voir ce qu'il fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme je disais, on moque notre domaine, et ensuite on va se servir de mock MVC pour faire des requêtes sur l'API, et ensuite s'assurer que les réponses nous conviennent. Donc là, on voit que tous nos tests font à peu près ça. Ici, on voit quelque chose que je n'avais pas montré avant, mais on peut créer une inner class où on va mettre des tests qui vont ensemble un petit peu. Donc il faut annoter cette classe avec nested. Et dedans, on va pouvoir par exemple déclarer des before each ou des after ou ce qu'on veut qui vont être scopés que à cette classe. Donc là, en l'occurrence, je dis pour tous les tests de cette classe, il y aura déjà un événement qui existe. Ça peut être assez pratique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire avec ce test? On va pouvoir faire plusieurs choses.
Donc dans un premier temps, même réflexion que pour tout à l'heure. Ici, on n'utilise que le bin du contrôleur. Donc on va pouvoir dire charge-moi que le contrôleur. Encore une fois, ça va accélérer mon test. Et ensuite, au lieu de faire, si vous avez regardé, ce que je faisais avant, c'est que je faisais une query avec mockMVC, je récupérais la réponse, et à chaque fois, je faisais des assertions sur la réponse. En fait, on peut utiliser directement des assertions fournies par mockMVC pour avoir des choses un peu plus, encore une fois, parlantes. Donc cette fois, ça va être des matchers Amcrest, c'est une autre librairie d'assertion. Et on va pouvoir faire des choses comme dire OK, en retour, moi j'ai un JSON. En fait, je veux qu'à la racine du JSON, il y ait une propriété events, quelle est telle propriété, etc., etc. Donc ça réduit un petit peu la taille de notre assertion. Et par exemple, ici, ce que je faisais, c'est que je récupérais toute la réponse sous forme de string, et carrément, je m'attendais à voir tout ce JSON en entier. Donc ça, c'est pas terrible parce que c'est pas pratique d'écrire un JSON dans une chaîne de caractères. Et en plus, à chaque fois que je le modifie, il va falloir que je change. Ça va être un petit peu laborieux. Ce que je peux faire à la place, c'est utiliser une librairie qui s'appelle Approval Test et qui me permet de dire, en fait, là j'ai une réponse, je m'en fiche de ce qu'il y a dedans, mais je veux qu'elle change jamais, en gros, entre mes exécutions de test. Donc, ce que ça va faire, la première fois que je vais lancer ce test, hop, ça va fail d'abord, et ça va me dire, alors moi j'ai exécuté ton truc, j'ai reçu ce JSON-là, donc ça me le met dans un fichier qui s'appelle received et qui est préfixé par le nom du test. Et moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais dire « Ok, ça me convient, c'est ce que j'attends. » Et je vais mettre ça dans un fichier approved. Donc ce fichier, je vais devoir le committer, bien sûr. Et ensuite, quand je vais relancer mon test, cette fois-ci, il va être vert parce qu'il a comparé les deux et il m'a dit en fait, c'est bon, le test, il n'a pas bougé. Voilà. Donc ça peut être pratique quand on veut vérifier justement des gros JSON comme ça dans les tests d'API, ou alors pour faire des trucs comme du Golden Master. Hop. Et alors, dernière chose que je veux vous montrer, c'est que ici, j'utilisais donc mockMVC. J'utilisais mockMVC pour faire mes appels API, qui, finalement, c'est un peu technique. Ce que je peux faire, c'est créer un petit wrapper que j'ai appelé ici REST API pour faire en sorte que mes tests, encore une fois, parlent plus mon métier et dire j'appelle mon API pour récupérer le calendrier et j'attends, blablabla. Donc pour ça, j'ai créé cette classe-là qui prend mon bin mockMVC et mon object mapper pour pouvoir fonctionner. Et ici, du coup, ce que j'aimerais bien, c'est me passer de ces trucs-là qui ne servent que dans le contexte de ce before each. Et ça, je peux le faire parce que Spring implémente une extension justement pour faire ce genre de choses. Et je peux mettre ici AutoWired et m'injecter directement mes bins à ce niveau-là. Object Mapper, hop, et du coup, je peux m'en passer ici. Donc là, c'est déjà mieux, mais par exemple, si je veux réutiliser cet objet-là dans tous mes tests de contrôleur, il faudra quand même que je set up ça à chaque fois. C'est un peu pénible. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on peut s'en passer en faisant quoi? En implémentant une nouvelle extension, encore une fois, qui va venir faire, donc cette fois, ça va être un test instance post-processor, qui va, avec son nom un peu long, faire récupérer mon instance de test. On va regarder est-ce que j'ai un field REST API dedans.
Si c'est le cas, je crée mon instance en allant chercher mes beans dans le contexte Spring, etc. Et ensuite, je vais faire de la réflexion pour injecter ce truc-là dans mon instance de test. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi. Juste en 30 secondes, un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Donc, on a vu qu'on pouvait améliorer ses assertions avec Assergy, MockMVC, Approval Test. Je vous ai mis des petits liens sur les slides si vous voulez aller checker les documentations. On peut utiliser les tests paramétrés. Il y a plein de sources, dont certaines que je ne vous ai pas montrées. Et depuis la dernière version, donc la 5.13 de JUnit, on peut aussi paramétrer ses classes. Donc ça ouvre encore un champ, un nouvel horizon. On peut améliorer ses display names et générer un rapport de test. Ça, c'est sympa aussi. Hop, je vous ai mis des petits liens. On peut améliorer le temps d'exécution de ces tests avec les test slices de Spring et l'exécution en parallèle. Et surtout, en fait, on peut adapter le framework à nos besoins avec les extensions. Donc là, je vous ai montré quelques exemples avec les paramètres resolver, le before each callback, mais il y en a plein d'autres. Déjà, il y a toute la suite des callbacks before, after, etc. On peut aussi agir sur est-ce qu'on veut exécuter ou non un test. On peut gérer des exceptions. On peut récupérer le résultat de nos tests, agir sur les tests instances, etc. Enfin, on peut faire plein de choses. Je vous invite à regarder la doc pour pouvoir... dès que vous avez... si vous vous dites « Ah, j'aimerais bien faire ça », la probabilité qu'il y ait vraiment un truc pour faire ça est assez grande. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre attention. Je vous laisse avec les liens du repo, des slides, et n'hésitez pas à me mettre un petit feedback. Ça me sera utile. Merci beaucoup.